Eh bien, mes aïeux, 2025 est sur le point de s'achever. Il est temps de faire une rétrospective Ouais, euh, on lève le petit. sur, selon nous, on va le réitérer plus tard, mais voilà, ce qu'il ne fallait pas rater cette année en termes de sorties comics. Ça peut être des nouveautés, ça peut être des rééditions, voilà, peu importe, on s'est fait un peu plaisir là-dessus. Et on a divisé ça par mois, voilà, chaque mois, la lecture qu'il ne fallait pas rater. Alors, la lecture, si on était tous les deux d'accord pour le même titre, eh bien ce sera la lecture du mois. Mais par exemple, si on avait des opinions divergentes sur la sortie comics du mois, on a fait chacun nos sélections et j'ai agencé, vous le verrez un peu de temps après, j'ai agencé visuellement ces sélections-là. Côté blanc sera Alexandre, côté noir ce sera côté Martin. Tout simplement parce que en général quand on fait nos slides, moi je mets un fond noir et toi tu mets un fond blanc. Donc je me suis dit, visuellement ça ferait un truc un peu sympa. Voilà donc Enfin, alors, je mets un fond blanc. Disons plutôt que le fond de base, c'est le fond blanc et que j'ai une flemme monumentale. voilà, exactement. Donc moi qui suis fan du thème sombre partout, j'avoue que j'aime bien mettre du thème, enfin des fonds noirs parce que je trouve que c'est plus joli, etc. Et là je trouvais que c'était une bonne idée pour vraiment dire voilà ce qu'il y a de mon côté, voilà ce qu'il y a de ton côté. Et si vous voyez un truc au milieu entre les deux carrés, c'est que voilà c'est une recommandation commune. Donc voilà, c'est visuellement vous Voilà, aurez des c'est qu'on est d'accord. Et vraiment, quand mon cœur balançait un peu trop, j'ai mis en plus petit les bouquins avec lesquels j'hésitais un peu. voilà, on a mis des mentions honorables parce qu'on aime bien parler. Et du coup, on va dire Voilà. plein de choses. Alors, juste un peu intéressant, c'était pas forcément une nécessité, on va dire, de faire un découpage par mois. Parce que tu as un point négatif par rapport à ça. Ça veut dire que tu te fais chier à trouver un titre tous les mois, même si des fois bah, le mois est pas forcément exceptionnel. Et à l'inverse, tu as un mois où tu as peut-être 10 titres vraiment dingues et tu es obligé d'en choisir un. Mais j'ai préféré cette approche parce que je me suis dit justement, c'est peut-être l'occasion de parler de titres qui sont peut-être un peu moins bien, qui sont peut-être passés sous le fil du radar, alors qu'en fait, ils sont bons. C'est juste que, imaginons, au mois de juillet, tu as eu 15 titres exceptionnels, et que si vraiment tu n'avais pas fait ça comme ça, bah, tu aurais pu mettre les 15 titres du mois de juillet qui auraient peut-être bouffé tout le reste. Donc ça aurait été un peu dommage. Donc je suis parti sur ce principe-là, histoire qu'il y ait une meilleure répartition des possibilités des titres, on va dire. Alors, les règles du jeu, quand même. Il est Attends, je important. le fais version saut, alors vu que tu parles de jeu. On va jouer à un jeu. Voilà. Le jeu. Personne va se scier quoi que ce soit. Nous ne sommes pas des malades. Je ne veux pas me péter le pied pour échapper à des menottes. Après, par contre, nous allons quand même réitérer des choses parce que on peut par contre se faire aussi violenter par des fans de comics avec qui nous ne partageons pas la même opinion. C'est pour ça que, alors je commence par les rappels hein, parce que c'est quand même primordial hein, pour pas qu'on se fasse péter les rotules. Putain, ouais. Nous n'avons pas tout lu hein, dans l'année. Moi je le dis, je l'avoue hein, clairement, je suis plus DC que Marvel. Ça veut pas dire que j'ai pas mis de Marvel dedans, mais je suis plus DC que Marvel, donc vous aurez plus de DC de ma part, mais c'est vraiment parce que ben, c'est dans mes habitudes, et je l'ai déjà dit, si je me mets à acheter du Marvel, je n'ai plus d'argent, tout simplement. C'est fini. Et je n'ai pas de temps. C'est Déjà que j'ai pas de exactement temps ça. aussi, voilà. Le temps, l'argent nous manque, donc on fait des choix, mais c'est pas parce que Marvel c'est moins bien, ou que les indés c'est moins bien, c'est vrai que ça date aussi aux indés. Et enfin sur les lectures Tout à que fait d'accord. voilà. Et sur les lectures que nous avons, ce n'est que notre avis. J'ai pas spécialement regardé le consensus, l'avis général. Alors, il y en a sur lesquels je les connais déjà, hein, parce que, ben, bon, spoiler, il y a des titres Superman dans la sélection, et tous ceux qu'on a choisis ont des très bonnes critiques, et je le sais déjà parce que ben, ça fait des années qu'ils sont sortis, et voilà. Il y en a sur lesquels peut-être on a un avis très positif, alors que la plupart des gens disent que c'est nul. Peut-être, mais ce n'est que notre avis, ce n'est que notre sélection. Vous pouvez être en désaccord, il n'y a aucun problème, et on peut en discuter, c'est d'ailleurs ça l'intérêt. Bien sûr. Voilà.
Et comme on l'a dit tout à l'heure en introduction de On partie, peut en discuter, après on vous expliquera par pourquoi A vous avez plus tort? B pourquoi vous avez tort et pourquoi on a raison. Ouais, voilà. Exactement. Elle est connue celle-là, c'est Voilà, pas de moi. exactement. Voilà. Bah après, elle est à qui la chaîne? Elle est à nous, elle est pas à vous, hein, donc on fait ce qu'on veut. Euh, Voilà, et en petite piqûre de rappel, on l'a dit tout à l'heure, voilà, un titre par mois et par personne, ça fluctue selon les concordances ou non d'opinion. Et voilà, et en petit, on a mis les mentions honorables, voilà, les hésitations, ce qui nous paraissait un petit peu difficile de pas aborder quand même au vu des sorties du mois. Voilà. Et bah c'est parti. Eh bien, on commence cette année par Superman. Mon chouchou, moi j'aime bien Superman. Euh, J'aime bien Superman parce que, enfin, je vais dire parce que. Je vais vous dire pourquoi j'aime Superman vis-à-vis de la composition de cette page. Moi, j'ai choisi Identité secrète. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Voilà, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Clark Kent, mais qui vit dans un monde où il y a des comics Superman, comme le nôtre, hein, finalement. Donc voilà, il se fait. Salut Mister Zing. Il se Bonsoir fait, Mister Zen. il se fait, on va dire, un petit peu, pas harcelé, mais on va dire que ses camarades se foutent bien de sa gueule parce qu'il s'appelle Clark Kent, hein, comme le personnage, voilà. Sauf qu'un jour, il se met à avoir des pouvoirs, hein, voilà, il se passe un truc. Il se met à avoir des pouvoirs, tout comme Superman, et il décide ben, en fait, de faire comme Superman. Et on explore sa vie. Pour le coup, il vieillit en temps réel, hein, comme un être humain et pas comme un kryptonien. Et on le voit à plusieurs étapes de sa vie, adolescent, jeune adulte, adulte, père, grand-père. Donc il y a un côté un petit peu l'histoire d'une vie de Spider-Man, mais je crois que c'est sorti avant, si je dis pas de bêtises, je veux pas m'avancer, mais je crois. Et c'est, je trouve, un récit qui est très très beau. À la fois, vous avez des scènes plutôt cool en termes de baston, etc. Mais c'est vraiment un récit sur la vie, en fait, sur l'altérité, sur être un peu comment on fait quand on est un peu paranoïaque parce qu'on est poursuivi par le gouvernement, comment on fait pour jongler sa vie de héros, sa vie d'écrivain, sa vie de famille, comment être père, quand, etc. Est-ce que mes enfants auront les mêmes pouvoirs? Enfin, voilà, c'est vraiment un récit sur la vie en fait tout simplement. Et c'est une vie qui en fait s'avère être celle de Superman. Donc voilà, c'est un très beau récit par Kurt Busiek et c'est très très beau. C'est dessiné par Stuart Immonen. Voilà, c'est très très bien. J'aurais pu mettre aussi les origines et je sais que c'est un coup de cœur pour énormément de gens. Mais moi Ouais, personnellement, dont Matt, visiblement. voilà, ouais, je l'ai vu dans le chat. Je peux pas vous blâmer, vraiment. J'aurais pu interchanger et ça m'aurait aussi paru tout à fait pertinent. C'était l'origine principale de Superman pendant une bonne vingtaine d'années, hein, voilà, écrit par Mark Waid, voilà, dont tu ne sais plus le pédigré, et dessiné par Lenil Franciszek, là aussi très très bon dessin. Voilà, et en parenthèse, avant de te laisser la parole, j'aurais pu mettre aussi American Alien que j'aime beaucoup, malgré le fait que son scénariste est un gros fils de pute. J'aime énormément ce livre. Voilà, et là à chaque fois c'était des dessinateurs différents à chaque numéro pour American Alien, mais je te laisse la passe pour aussi un titre que j'aurais pu mettre dans ma partie. Alors, je dois avouer que je vais parler que du livre parce que je sais pas ce qu'il a fait de pas bien le scénariste pour le coup je connais pas la C'est vie de quelqu'un de tout le problématique. monde donc là je fais confiance à Martin mais je ne sais pas donc C'est voilà documenté, oui, oui. donc d'accord le livre lui-même donc Superman American Alien euh, il est assez différent. On repart de nouveau sur un peu un côté origin story, mais avec une construction différente, une approche différente, et je dirais même un visage un peu, une facette un peu différente de Clark Kent de Superman. Donc, sur le principe, ça change pas trop. Tu as le vaisseau de Clark Kent, donc, enfin, pardon, de Kal-El qui s'écrase, qui est récupéré dans le Kansas. Kal-El est élevé, il prend le nom de Clark Kent, il grandit, etc., etc. Ici, ce qui est super intéressant, en fait, c'est que c'est clairement découpé en chapitres, entre guillemets, et chaque chapitre reprend une étape de sa vie. Donc ça, c'est super intéressant. Et ce qui est chouette aussi, c'est que les dessinateurs vont s'alterner, en fait, dans ces différents chapitres. Ce qui renforce un peu cette idée de séparation, on va dire, et de vraiment voir cette étape, parce que c'est en 7 numéros, cette étape de la vie de Superman. Donc c'est vrai que
c'est une approche assez changeante de Superman, parce que bah, sinon, des origin story, mine de rien, là, rien que là, on vous en propose déjà trois, Mhm. mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, et il y en a aussi de très mauvaises. Celle-ci, sans être la meilleure, même si je peux comprendre qu'il pourrait y avoir débat, mais en admettant que ce soit pas la meilleure, elle sort quand même du lot de par Mhm. son approche qui est franchement différente. Donc oui, pour moi, c'était peut-être le coup de cœur de ce mois de janvier qui était quand même, par rapport à tout ce qui était sorti, j'ai un peu regardé, c'était franchement un mois à se placer sous le signe de Superman. Il y avait quelques trucs sympas, mais les plus gros titres, pour moi, ça restait du côté de Superman, j'avais l'impression. Et félicitations, effectivement, Martin, tu t'es fait chier avec le noir et le blanc. Le janvier en noir, le 2025 en Ouais, blanc, ouais, ouais. pop, pop, pop. Eh, je travaille dans la communication, ça se voit ou pas? Ah, c'est à ma badino et Eh, Emmanuel. Donc on rappelle hein, Martin Ledoux qui sera bientôt disponible hein, pour un travail. Donc voilà. Préférence du côté de Bordeaux, ça voilà m'arrangerait. que vous pouvez trouver, j'allais dire dans toutes les bonnes boutiques, mais dans tous les bons réseaux sociaux type Euh, LinkedIn, Facebook, etc. Toutes les bonnes boutiques. J'ai fait le nord-est, j'ai fait le nord-ouest, j'ai fait le sud-ouest, j'ai fait le sud-est. dans, dans tous les bars sympas du coin. Ah, ça par contre, oui. Ça par contre, j'aime beaucoup. Pour Max Landis, je reviens vers vous en fin de partie pour vous détailler son palmarès. Je ferai ça en dehors de la vidéo parce que c'est pas le sujet, C'est mais même. voilà. Parce que C'est quand on lance Martin là-dedans, il y en a pour 20 minutes. Donc exactement. Bah, à la limite, ce que je te propose, c'est que je parle de All-Star et tu nous détailles tes mentions honorables. Parce que moi là, sinon, j'ai pas ok, de, ça, je parle pas sinon. bien sûr, bien sûr. Oui, parce que pour rappel, donc nous sommes tous les deux d'accord là pour All Star Superman. Docteur Bishop, tu nous diras ce que tu as pensé de Berserk, parce qu'on adore tous les deux Mm, Berserk, donc on est curieux. tout à fait. Euh... Eh bien, Mac, tu es en effet peut-être la seule personne qui n'est pas fan. Alors, j'exagère. Tu n'es pas la seule personne qui n'est pas fan Oui, non, d'All-Star. t'es pas le seul. Même moi, je trouve que les gens en font un peu trop. Enfin, ils en font un peu trop avec évidemment le fameux panel, la fameuse case où Superman réconforte une fille qui est sur le point de se suicider. C'est un très beau moment, mais ça a été utilisé à chaque fois pour démonter n'importe quelle autre interprétation, vision du personnage. Et en fait, les comics sont suffisamment grands pour que Superman peut être raconté de plein de manières différentes. Donc voilà, il n'y a pas besoin de ressortir à chaque fois. Voilà. C'est un titre que je peux comprendre qui puisse être un peu compliqué pour certaines personnes parce que Frank Quitely, qui est le dessinateur, là où Grant Morrison est le scénariste, le style de Frank Quitely est quand même assez particulier. Voilà, c'est le début des années 2000, fin 90, où on transitionnait un petit peu vers des couleurs, de l'encre fait avec du numérique. Donc il y a un style très particulier que j'ai pas toujours apprécié. Aujourd'hui, j'aime beaucoup, mais j'ai pas toujours apprécié. Il m'a fallu du temps, notamment aussi pour me mettre à Jupiter's Legacy, parce que pareil, le style de Quietly est particulier. Mais si on kiffe, c'est un titre qui est magnifique et il n'y a rien qu'à voir au-delà même du récit qui est très très bon. Je vous encourage à aller voir un petit peu l'envers du décor. Hein. Voilà, à la fin du bouquin, il y a un petit peu comment ils ont fait leur travail de recherche, etc. Et notamment pas mal de croquis de Frank Quietly qui détaille un petit peu comment il a choisi de représenter Clark Kent différemment de Superman. Donc il y a tout un détail de l'anatomie, de sa structure du squelette, etc. Donc ça se voit que vraiment ils ont mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'intention, beaucoup de détails dans ce récit. Récit qui est donc voilà, Superman se fait empoisonner par Lex Luthor avec une overdose de radiation solaire. Superman est donc condamné et il décide donc de vivre ses derniers jours en effectuant différentes tâches, un petit peu voilà, un peu tiquer les choses qu'il avait sur sa liste avant de mourir, passer une journée avec Loïs, aller affronter telle ou telle personne. Enfin, voilà, donc c'est plein d'aventures qui sont très belle édition en plus je trouve, très belle cover, très épurée. Donc voilà, c'est un petit peu une succession d'aventures qui sont un petit peu dignes de l'âge d'argent, de l'âge de bronze, avec des choses très loufoques, très différentes les unes des autres. Et c'est vraiment ouais euh, en fait vous pouvez commencer Superman avec les récits de janvier. Et pour avoir une très bonne conclusion personnage, vous lisez la recommandation de février et vous avez un petit peu la parenthèse Superman avec les meilleures origines et la meilleure conclusion. Du coup, ne lisez pas ça comme votre premier comics.
Ce serait un peu dommage. Ah oui, Euh, bah, surtout que c'est pas fort. Alors, il est pas, il est pas adapté comment pour. dire? Ouais, c'est ça. T'as Il a. pas besoin de connaissances pour le lire, mais on peut pas vraiment dire que ce soit le plus accessible quand même. Voilà, il y a des trucs qui rappellent qui vont faire, ouais, qui vont faire rappel à du lore assez obscur, mais c'est jamais nécessaire pour comprendre. On va te ramener des méchants qui sont genre 30 enfin 30 ou 40 ans en arrière, qui n'ont jamais été réutilisés depuis. Mais ça se voit que Morrison s'est fait plaisir pour voilà, sortir un petit peu, pas les vilains tout le temps classique. On a du Lex Luthor évidemment, etc. On a du Parasite, mais c'est pas que ça aussi ce titre-là. Voilà, on affronte des créatures mythologiques, on résout des énigmes impossibles à résoudre. Enfin voilà, donc on voit plein de choses de la mythos de Superman, des choses les plus basiques, standards, aux choses les plus loufoques, ésotériques, étranges. Et à chaque fois, c'est toujours très bien fait, et c'est une très belle conclusion au personnage. Rien à dire de plus. Alors, j'ai été un peu étonné par rapport aux dessins. C'est vrai que je les avais plus vraiment en tête, et moi, je me souvenais que je les avais beaucoup aimés. Bon, t'as pas exagéré, j'ai pas changé d'avis. C'est vrai que je les aime beaucoup. Maintenant, je peux comprendre qu'on les apprécie pas. C'est vrai, c'est un fait. Par contre, maintenant, quand j'ai feuilleté, je me souviens également de ce que j'avais dit dans la review. Donc, j'avais dit que moi, les dessins, je les aimais beaucoup. Et j'avais dit notamment que je n'avais jamais vu une Lois Lane aussi réussie. Mm. Par contre, en termes de dessin, je trouve que cette Lois Lane est exceptionnelle. C'est vraiment là que j'ai trouvé ma Lois Lane préférée en termes de dessin. Ouais, tout à fait. J'avais beaucoup aimé. Ouais. Bon, sinon, je détaille pas plus. Pour moi, c'est un banger. C'est vraiment un de mes récits Superman préférés. Maintenant, il est particulier. En même temps, c'est du Grant Morrison, Mm. forcément. Mais moi, c'est L'eau vrai que ça mouille, j'aime hein. Ouais. beaucoup. Et c'est vrai que oui, c'est vrai que les gens parlent du Superman de Gunn dans le chat. Euh, c'est vrai que je vois pas vraiment trop la comparaison avec le film, si ce n'est peut-être l'aspect un peu physique du personnage qui est pas genre méga musclé, genre il est un peu, ça se voit que c'est vraiment qu'il a grandi à la ferme. Donc, mis à part vraiment peut-être la carrure du Superman en question, les inspirations scénaristiques, même thématiques, peut-être plus à la limite en termes de vibe, en termes d'ambiance, mais peut-être pour le côté un petit peu coloré, mais c'est vrai que je vois pas trop la ressemblance, mais peut-être que c'était juste pour évoquer un petit peu un bon récit qu'il avait utilisé cette image-là, mais bon, voilà. En tout cas, All Star Superman, Ouais, comme tu dis, peut-être le côté coloré, mais alors au-delà de ça, ouais, je vois pas trop, mais voilà. ok. Bah attends, fallait que je parle des deux autres, alors vite fait. Oui, Bon, pardon. très rapidement, hein, parce que c'est pas vraiment l'intérêt. Alors, concernant le Punisher, c'est de nouveau. Bon, je le prends pas, mais je vois les deux premiers tomes là. Le 2 je l'ai toujours pas déballé, il est toujours sous plastoc. C'est vrai que je suis à la masse. Donc, il s'agit du Punisher de Garth Ennis. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. J'en ai déjà parlé par le passé. Donc, Panini Comics les édite en version omnibus. Je vous rappelle qu'omnibus, quand même, en termes de prix, oui, c'est un budget, mais à la pagination, ça vaut quand même le coup. Donc, franchement, Punisher, je vous conseille vraiment cette lecture. Bon, après, de nouveau, vu le prix, si j'ai envie de dire, n'hésitez pas, si vous arrivez, à essayer de feuilleter un peu ce que l'auteur a fait sur cet univers pour être sûr de votre choix. Moi, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux sur l'univers du Punisher. Maintenant, on a tous des goûts différents. Ça serait dommage de claquer, je sais pas combien, dans un bouquin parce que je vous ai dit que c'est exceptionnel et que, pas de chance, vous l'aimez vraiment pas, quoi. Mais voilà, personnellement, je trouve que c'est très bon. Et concernant Daredevil, c'est souvent également, c'est peut-être ce que je pense aussi, mais je suis pas sûr. Mais souvent, on dit aussi que c'est ce qui se fait en termes de Daredevil. Donc, c'est le run de Miller sur le personnage. Alors là, j'ai du mal à voir parce que c'est vrai que c'est un peu petit. On en est à quel tome là? Attendez, je vérifie. Je crois que c'est le tome 1. Je vérifie parce que c'est quand même important. Hop, on a grandi. Face au diable, c'est le tome 1, donc ça veut dire que Miller, à ce moment-là, est encore avant tout dessinateur. C'est qu'à partir du deuxième tome qu'il devient en plus scénariste et qu'il prend vraiment la main sur cet univers.
Donc c'est un très très bon récit. Et cette fois, en termes de prix, on est pas mal aussi en termes de prix à la page, puisque bah, c'est en format de poche. Donc l'ambiance n'est pas du tout pareil, hein, rien à voir avec les omnibus, mais en termes de prix à la page, c'est aussi intéressant. Et c'est dans ce récit que l'on a notamment si je ne me trompe pas, la mort d'Electra notamment. Enfin, plus tard, mais c'est dans ce run-là. Quoi. Alors, mois de mars. Ah bah, c'est à l'époque où Miller avait du talent en termes de dessin, j'ai envie de dire. C'est à l'époque où Exactement. il essayait de dessiner, quoi. Parce que maintenant, bon. Ah, et juste toute petite parenthèse, vu qu'on en a parlé, donc voilà, s'il y en a qui étaient intéressés, ça ressemble à Hmm. ça pour le Conan. Donc il y en a trois comme ça, donc c'est assez costaud, hein, assez épais, mais c'est génial. Pour le mois de mars, j'ai choisi du Marvel, hein. Voilà, je vous avais dit que j'ai quand même choisi du Marvel de temps en temps. Il s'est Avec forcé. exactement. Voilà, en plus, voilà, très très bon récit. Spider-Man, l'histoire d'une vie, par Chip Zdarsky, Mark Bagley. Là aussi, j'en ai parlé, je pense. J'ai déjà dû en parler. C'est une phrase qui revient souvent maintenant. On a déjà dû en parler. Euh, le pitch du truc, c'est que chaque numéro du récit fait avancer la chronologie de 10 ans. Donc on commence avec un Peter Parker qui est au lycée pendant la guerre du Vietnam. Le numéro d'après, on est dans les années 70. Les années d'après, le numéro d'après 80, puis 90, puis 2000, puis 2010. Voilà, concept déjà cool, hein, parce que c'est vrai que faire vieillir ces personnages dans les comics, c'est un sujet un peu tabou, sauf dans les Elseworlds ou voilà, les Dark Knight Returns où c'est vraiment des trucs clos. Et là, pour le coup, c'est embrasser le concept à fond et c'est voilà comment vieillir en fait avec le fait d'être un héros, comment est-ce qu'on peut avoir une vie normale. Vu que c'est un récit hors continuité, on a des sacrés changements. Les choses, enfin voilà, les choses qui se passent dans ce récit ont des conséquences, hein. Il y a des gens qui meurent pour de vrai. Je crois que je l'avais déjà dit auparavant, c'est en fait, on change pas, on va dire, les éléments qu'on connaît de l'univers de Spider-Man sont tous là, mais on change vraiment, on secoue le sac et tout est mélangé. Et en fait, on rechange plein de choses, on fusionne certaines choses, on remplace certaines choses, on change de personnage impliqué dans tel endroit, on revient sur des retcons, etc. Donc c'est pour moi quasiment tous les choix qui sont faits dans Spider-Man, l'histoire d'une vie, c'est des choix intelligents où c'est vraiment ouais ah ben en fait c'est peut-être telle personne qui est enfin on implique plus cette personne dans le truc qui ressemble à Superior Spider-Man, on implique le symbiote avec d'autres personnages, enfin c'est vraiment et si on avait fait ces choix là plus tôt et on vraiment fait conséquence sur ces choix là, on sait pas juste ah ben regardez les choix qu'on a fait c'est différent d'avant, ils les font et c'est vraiment exploré sur tous les numéros et c'est vraiment ces choix-là ont des conséquences. Donc c'est vraiment l'histoire d'une vie, c'est pas la vie de Spider-Man, mais c'est une vie de Spider-Man. Ça aurait pu se passer comme ça et c'est très très beau en termes d'histoire et c'est aussi très très beau en termes de dessin, hein. Mark Bagley sur du Spider-Man, il a rien à prouver sur personne, donc voilà, allez-y foncez. En plus il y a des très belles éditions, donc voilà. Et je reste sur du Marvel. Euh, et j'ai aussi hésité, voilà, j'ai vu deux autres titres dans le mois de mars. Euh, on reste sur du Daredevil, comme le mois d'avant, cette fois-ci avec Born Again, euh, par Frank Miller, et David Mazzucchelli, oui Mazzucchelli. Voilà, un grand classique, hein, c'est dans le top 3 des récits Daredevil de tous les temps. Ça a beaucoup inspiré les séries Netflix notamment, mais voilà, c'est aussi vital pour n'importe quel fan de Daredevil de lire ce titre-là que pour n'importe quel fan de Batman de lire Dark Knight Returns ou Year One, par exemple. Bon, voilà, voilà, en général, on compare avec les autres travaux de Frank Miller, mais voilà, c'est vraiment un des meilleurs récits du justicier masqué. Et avant de vraiment de rentrer dans l'univers New 52 de Scott Snyder, je suis resté sur du Scott Snyder, mais j'ai choisi juste avant la New 52, à l'époque où Dick Grayson est Batman. Voilà, on le suit dans une enquête assez horrifique
à Gotham, hein, voilà, il y a un tueur assez. Sombre reflet, alors, c'est ça? Exactement, c'est Sombre Reflet. Ouais. J'ai Euh, pas connu la cover. voilà, c'est une réédition, bah, un Scott Snyder présente Batman. Je pense que c'est le volume 0, j'arrive pas à voir parce que c'est en petit, mais je pense que c'est un volume 0 là où la cour des hiboux est en volume 1. Voilà, c'est un peu le récit qui nous a fait vraiment, qui a rassuré les gens sur le fait que Scott Snyder pourrait faire un bon run New 52 avec Batman, ce qu'il a fait du moins au début. Mais voilà, mais c'est vraiment un Oui, très très oui. bon récit, assez dur, hein, c'est quand même, voilà, c'est assez intense, mais c'est vraiment, et puis c'est très très beau. Je crois qu'au dessin c'est Jock, si je dis pas de bêtises, J-O-C-K, si voilà. C'est beau, c'est bien crade comme il faut, mais c'est un excellent récit d'enquête assez horrifique. J'avais pas percuté que c'était Sombre reflet comme chi, j'ai pas reconnu la cover. Si je l'avais reconnu, je pense que c'est ce que j'aurais choisi Ah, pour le mois de mars. bon ben voilà. Parce qu'effectivement, c'est très 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 bon. Euh, Peut-être un chouïa au-dessus de la cour des hiboux, ou au moins égal. Mais Mhm. étant donné qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de la cour des hiboux, ça aurait peut-être été l'occasion de mettre Sombre Reflet en avant, dont le nom n'est pas exagéré parce que c'est une histoire vraiment sombre, bien plus sombre pour le coup que la cour des hiboux. Mais bon, du coup, tu en as parlé, c'est pas plus mal, je suis content, c'est cool. Concernant la cour des hiboux, c'est vraiment le début du run de Batman, de Scott Snyder sur Batman, version New 52, comme tu l'as dit. Euh, et il va commencer assez fort en mettant en avant un tout nouveau super vilain ou une toute nouvelle organisation de super vilains dans le Batmanverse, qui est la cour des hiboux, et qui est, selon la légende, une sorte de cour secrète, une organisation secrète, qui est composée des familles les plus riches de Gotham City et qui contrôlerait la ville depuis sa création, ou presque, quoi. Hein. À chaque fois, ce sont les descendants, etc. Donc, on parle d'une organisation vraiment assez, on va dire, légendaire, qui a un aspect un peu légendaire, et Batman le dit lui-même, au début, il ne croit pas en l'existence de la cour des hiboux. Pour lui, ce n'est qu'une légende urbaine, parce qu'il part du principe qu'il connaît la ville comme sa poche, et que si clairement il y avait eu une cour des hiboux, il l'aurait d'ores et déjà trouvée. Sauf que il ne l'a pas trouvée, et pourtant il y en a une. Donc déjà, rien que rien que cette petite phrase de la part de Batman en mode ça n'existe pas, sinon je l'aurais trouvé depuis le temps, et qu'elle existe bel et bien, ça donne indirectement beaucoup de poids à cette cour des hiboux. Ça, c'est un procédé que j'aime beaucoup, qui a toujours été efficace. D'écrire un personnage, lui donner du poids grâce à un autre personnage qui indirectement le décrit. C'est pas forcément ce qu'il veut faire, mais de par ses actes ou par ce qu'il dit, il le fait. Et du coup, c'est génial. Et là, ça marche vraiment du feu de Dieu. Et la cour en elle-même, elle est vraiment super impressionnante. Et même le masque version hibou, version épurée, est vraiment intéressant. C'est une très bonne lecture. On est vraiment dans l'âge d'or du Batman version New 52, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment que les deux premiers arcs qui ont mis tout le monde d'accord. Après, on commence quand même déjà pas mal à chuter. Donc voilà, ce tome-là a été présenté assez souvent comme étant quand même un incontournable de cette période. Et c'est vrai qu'il est tellement, tellement réédité que si ça continue, il va être présenté comme étant un classique, je veux dire. Parce que même s'il est peut-être en dessous par rapport à d'autres classiques, il a été tellement réédité, il a été lu par tellement de gens que il va finir par s'imposer de lui-même, on va dire, j'ai envie de dire. En tout cas, ça reste un très bon récit. Ça, il y a pas photo. Je me permets une petite parenthèse que je vois dans le chat. Matt qui pose la question: comment expliquer que Gotham regorge de grosses fortunes mais est une ville pauvre, limite bidonville? Alors, Bishop apporte la réponse: ils partagent pas leur fortune avec le peuple, business is business, qui est une réponse valide. Mac titille un petit peu nos amis parisiens, dit: regarde Paris et tu comprendras. Moi je dirais simplement, euh, voilà, comment expliquer que Gotham regorge de grosses fortunes, mais est une ville pauvre, limite bidonville? Gotham est une ville pauvre, limite bidonville, parce qu'elle a plein de grosses fortunes. Voilà, voilà. L'un ne corrige pas l'autre. L'un est la source de l'autre. Voilà, c'est mon moment.
On pourra couper ça pour YouTube hein, si tu veux, il n'y a pas de problème, mais c'est mon moment. Non. Puis comment expliquer que Gotham regorge de grosses fortunes, mais une ville pauvre? Enfin, c'est une phrase, tu peux remplacer Gotham par le monde, limite. Enfin, Mhm. Il y a que Metropolis qui a le droit d'être sympa. Le reste, voilà. Alors, Avril, ne te découvre pas d'un fil. Euh, j'ai encore choisi du Superman, je l'avoue, mais cette fois-ci, je suis un petit peu plus mitigé parce que j'ai à la fois beaucoup aimé des choses, mais je suis pas sûr d'avoir vraiment tout aimé. Alors, je l'avais vu dans, j'avais vu des recommandations dans le chat euh, sur The Space Age, et quand je l'ai vu repop un peu plus tard, je me dis tiens, c'est vrai qu'on en avait parlé, j'avais envie de lire du Superman, je l'ai lu. Et je sais pas quoi en penser, disons que je l'ai plus mis là parce que en fait le truc m'intrigue un peu, parce que j'arrive pas vraiment à cerner si j'aime bien ou si j'aime beaucoup. Parce qu'il y a des points négatifs dans ce bouquin que j'arrive pas vraiment à savoir si c'est si grave que ça, s'ils sont faits exprès. Donc je sais pas, j'avoue que c'est un récit. Alors j'aime beaucoup le fait que ce soit un sorte de. Il y a un côté aussi un peu l'histoire d'une vie où on recadre, cette fois-ci Superman, pas Spider-Man, dans un contexte temporel très précis. On est à la fin des années 60, enfin à la fin, on est dans les années 60, il y a toute la course, enfin oui, la course spatiale, il y a l'assassinat de Kennedy. Donc voilà, j'aime bien ce genre de principe, ça permet un petit peu d'avoir un petit peu un sorte pas de nostalgie, mais un petit peu une sorte de retour aux sources. Et même visuellement, hein, le titre se veut être très âge d'argent dans l'esprit, hein, des couleurs qui pètent bien, un trait ouais, qui fait très années 60, 70 dans l'esprit, ça se voit. Et des fois, ça fonctionne très très bien, ce style-là, le dessinateur là, arrive très très bien à le retranscrire. Et des fois, je trouve que ça marche moins bien. Donc en fait, les qualités du titre se transforment parfois dans ses défauts. Donc c'est pour ça, j'ai du mal vraiment à me cerner le truc. Je trouve que c'est un titre très intéressant. Je trouve bizarre qu'il l'ait mis autant de temps à être édité en France parce que les versions TPB sont sorties en 2022 et 2023 aux US. Et donc il a fallu attendre ouais, 2-3 ans pour qu'il sorte chez nous. Mais voilà, je trouve que quand même, même si c'est pas un 10 sur 10 pour moi, c'est le genre de titre qui me fait dire, même si un titre est pas aussi bien, même si je l'aime, même si je l'apprécie pas autant, ça se voit que c'est vraiment on est parti sur un délire, on est parti sur un trip, on est parti sur une volonté artistique et on est allé à fond du truc. Voilà, dans l'espèce de retour aux années 60. Donc voilà, le titre est un peu parfois un peu trop dispersé, hein, avec plein de personnages, etc. Et selon moi pas trop suffisamment centré sur Superman, mais il a des qualités que j'apprécie beaucoup à la fois, donc je sais pas, voilà, bon, moi je sais que Mac a kiffé, donc ça voit, je suis pas le seul à l'aimer. Et quand j'ai vu les avis sur internet, j'ai été un peu surpris de savoir qu'il y a des gens qui ont vraiment trouvé ça très très moyen. Bon, j'ai quand même apprécié, hein, sinon je l'aurais pas mis là-dedans. Mais je sais pas, je sais pas quoi faire de tous les éléments de ce bouquin, donc je suis un peu perplexe, quoi. On va dire ça comme ça. Est-ce que je te laisse parler des deux autres, vu qu'on est thématiquement liés? Oui, oui, Oui. allez. Donc, concernant, on va dire, le bouquin avec lequel on hésitait tous les deux, c'est Old Man Logan. Donc, Wolverine, Old Man Logan. Que dire? Je sais même pas si on a encore besoin de le présenter. C'est vrai que c'est un titre quand même assez exceptionnel. Donc, on le redit vraiment vite fait. On part vraiment sur un univers un peu futuriste, dystopique, où, Wolverine, sans surprise, est devenu plus vieux, aigri, et il s'est retiré un peu de la communauté des super-héros, enfin, ce qu'il en reste, puisqu'on est vraiment dans un monde un peu plus tourné vers l'apocalyptique, où il y a une un gros affrontement plutôt entre les gentils et les méchants. Il y a eu énormément de morts. Et voilà, il vit un peu en ermite. Et suite à une rencontre, il va reprendre le chemin, on va dire, de la guerre. C'est c'est un immense classique, en fait. Hein. Il est quand même assez récent et pourtant, il s'est vite imposé comme étant un immense classique, un incontournable du genre. Et qui va être finalement repris
dans pas mal d'autres univers, un peu en le remettant à leur sauce, hein, mais je pense notamment du coup aux Tortues Ninja, où clairement L'astronine. l'astronine, c'est vraiment un peu le principe du Old Man Logan. Alors bien évidemment, c'est pas un copier-coller, mais le coup de la tortue vieillissante dans un univers où clairement il reste plus grand-chose à sauver, c'est clairement disons, du Old Man Logan style, quoi. Donc ça a créé une sorte de ligne de conduite possible pour de nouvelles histoires, quoi. On en est là. On part souvent du principe que le film Logan, on est quand même assez inspiré, notamment au niveau de l'ambiance, pas au niveau du scénario, hein, Ouais, non. mais au niveau de l'ambiance, et puis avec ce côté Hugh Jackman vieillissant, c'est pas tout à fait faux. Et si vous avez aimé donc ce film qui est exceptionnel au demeurant, Mhm. je pense qu'il n'y a aucune raison que vous n'aimiez pas le comics. Donc j'hésitais, moi, avec X-Men, Dieu créé, l'homme détruit. Je suis parti du principe là que c'était peut-être mieux que je parle de X-Men, Dieu créé, l'homme détruit, parce que Wolverine, Old Man Logan était quand même déjà vachement connu. Donc c'est aussi pour ça que j'ai mis X-Men, Dieu créé, l'homme détruit en avant. Et il est en plus moins réédité. Au niveau du titre X-Men, il est écrit par Chris Claremont, qui n'a pas créé l'univers X-Men, mais qui en a clairement fait ce qu'il en est aujourd'hui, hein. La saga du C'est à Phénix. lui que l'on doit toutes les lettres de noblesse de l'univers X-Men. Ici, on a un titre quand même vachement fort, vachement critique envers notre société, avec une approche très politique qui tourne autour du vilain William Stryker. C'est extrêmement intéressant. Et on a vraiment ce côté persécution du mutant, mais bah, si on élargit persécution de tout ce qui est différent, bien sûr. C'est un titre. J'aime pas beaucoup cette expression. Je la trouve souvent bateau, un peu malvenue, mais là, c'est vrai que je dois avouer que j'ai pas d'autre expression en tête. Et puis bah, là, pour le coup, ça colle plutôt bien. On va dire, c'est un titre coup de poing. Euh, Franchement, c'est un incontournable pour moi de l'univers des X-Men. Euh, Panini Comics n'exagère pas en le mettant dans les must-have. Alors, c'est pas forcément un must-have dans le sens où on l'entend, euh, mais en termes de qualité scénaristique, ah si, il est incroyable. Il le faut. Clairement, une très 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 bonne lecture. Ah ouais, par contre, les Willow de Clermont, il s'est cassé la figure dessus, hein. Je peux le dire, moi je les ai. Je sais pas ce qu'il lui a pris à Clermont, mais je ne retrouve absolument pas l'univers de Willow là-dedans. C'est triste, parce qu'en plus, étant donné qu'ils étaient en rupture, ils n'étaient pas donnés, quoi. Et moi, il faut savoir que pareil, un peu pour la même raison, j'ai pas mis Old Man Logan parce que, bon, je voulais un peu parler d'un titre un peu moins mainstream. Voilà, mais c'est vrai que c'est très très bien. Oui, c'est un peu ça, oui. Un petit côté mainstream en moins, et puis bah, le but, c'est essayer, pourquoi pas, de vous faire découvrir des choses. Moins chargé. Allez, on va dire que je commence cette fois, si t'es chaud. Mhm, vas-y, vas-y. Donc le mois de mai, c'était le mois de sortie des trois titres absolutes, hein, de DC Comics, enfin de DC Comics du coup, de Urban Comics. On vous l'a déjà dit mille fois, hein, donc les trois sont très 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 bons. Je trouvais ça un peu con de reparler des trois, donc j'en ai choisi qu'un, voilà. Donc je parle de Absolute Wonder Woman, mais clairement j'aurais pu mettre les deux autres à gauche, hein. C'est juste qu'encore une fois, je voulais pas répéter 30 fois la même chose. Cela dit, celui qui sort peut-être légèrement du lot, pour moi, ça serait Absolute Wonder Woman. Revisite totale de l'univers de Wonder Woman. On retrouve les codes et en même temps, on s'en détache. Relecture osée, avec une réelle prise de risque. Une revisite totale en matière de design. C'est un excellent récit. Et cette lignée absolue qui met tout le monde d'accord ou presque, a l'immense avantage en plus de contenter tout le monde en fait. Parce que si ça fait 30 ans que tu lis quelque chose de différent. Et si à l'inverse, tu n'as jamais lu de Wonder Woman, tu peux le prendre. C'est pas effectivement la Wonder Woman classique, mais t'es pas perdu quand même. C'est vraiment jackpot quoi. C'est pas comme. C'est pas tout à fait comme, on va dire, les. Ultimate? Exactement. C'est pas tout à fait comme les Ultimate Marvel, où là, tu peux aimer, même si tu es un ancien lecteur, mais il est évident que le but, c'était vraiment d'essayer de choper des nouveaux lecteurs. Et si
tu arrives à choper des anciens lecteurs, tant mieux. Ici, il y a vraiment, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas, dans les faits, c'est ça. Ça plaît à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Sinon, bah, j'hésitais également bah, avec de nouveau Daredevil de Frank Miller, donc je ne reviens pas dessus. Incontournable, toujours du côté de Panini Comics en format poche. Et bah, dans ce mois-là, il y avait également un tome de Saga qui sortait, et je ne sais pas si vous en souvenez, mais je vous l'ai dit, Saga, j'en parlerai jusqu'à ma mort. Donc voilà, Saga, c'est la vie. Jeff. Euh, il faut savoir, j'y ai pensé Matt mais je ne l'ai pas dit. Il faut savoir que j'aurais pu aussi mettre Absolute Wonder Woman. Africa. Ah, Saga. Oh là là Euh, là là, mais euh, virez-le. j'aurais pu mettre aussi Absolute Wonder Woman que je trouve dans la ligne absolue être la plus, enfin le titre le plus constamment bien. Euh, J'aurais pu le mettre aussi, mais j'ai choisi Absolute Superman parce que j'ai vraiment, mais vraiment adoré son premier arc. Le premier arc, hein, qui est donc il y a le premier tome, légèrement un petit peu plus que Wonder Woman. Mais bon, je t'ai laissé Wonder Woman, comme ça on a un peu l'occasion d'un peu de parler de tout. Là où je trouve que par exemple, Ouais, carrément. les titres Absolute Superman ont quand même descendu plus bas en qualité que ceux de Wonder Woman voilà, au cours des derniers mois. Mais le premier tome, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très très beau. Il y a tout un message social. Là aussi, comme pour Wonder Woman, qui reprend pas mal d'éléments connus, mais les réarrange d'une manière qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, hein. Il y a tout un message sur les castes sociales de Krypton et c'est bien traité. Il y a des moments stylés. Enfin, le Krypton est magnifique. Enfin, c'est vraiment là aussi une très bonne réinvention de Superman. Visuellement, Superman ne change pas autant que Wonder Woman en termes de design et de costume, mais j'avoue que rien que les peu de changements qu'il y a sont des changements assez sobres mais très efficaces, hein. Voilà, les bracelets, la sorte de petites ceintures qui ont un petit peu les couleurs de lave, qui font très Krypton, enfin les Kryptons de cette version-là. Voilà, et puis la cape qui est en fait une sorte de poussière intelligente. Enfin, voilà, c'est des très peu de changements, mais des changements qui marchent très très bien et qui sont pertinents dans l'univers. Donc là aussi, le premier tome d'Absolute Superman, excellent. Voilà, aussi bien la partie Krypton que la partie euh, actuelle, enfin dans le présent quoi. Donc voilà, rien à redire. Et de mon côté, en termes de mention honorable, j'ai mis Absolute Batman parce que je pense que c'est celui que je préférais le moins de la Trinité en termes de premier arc des titres absolus, mais ça Ce restait qui, quand même encore une très. fois, on rappelle, ne veut pas dire que c'était mauvais, juste que Exactement. c'était moins bien. Mais là, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est très très cool. Là, pour le coup, le design de Batman change beaucoup. Tout est beaucoup plus métal, hein, c'est Scott Snyder, hein, donc voilà, c'est. Voilà. Et on continue dans la lancée, hein, tout est poussé à l'extrême. En général, c'est bien fait. Il y a quelques points qui sont un petit peu plus négatifs sur du Absolute Batman, mais ça vient dans les numéros d'après. Mais franchement, le premier tome là aussi très très bien. Et j'ai mis la cover alternative, voilà, petite référence à Akira, ça fait plaisir. Voilà, Oui, clairement. titre plutôt cool. Et côté Marvel, j'ai choisi le récit initial de Sentry par Paul Jenkins et Jay Lee, qui est un excellent exemple de récit méta bien fait. Coucou Deadpool. euh, qui voilà, joue vraiment avec le côté très chargé d'histoire des comics qui s'en jouent, qui jouent là-dessus. Et en plus, ils avaient fait des campagnes de com qui allaient dans ce sens. Donc voilà. Et le récit en lui-même, c'est les dessins de Jay Lee, donc c'est très pas stylisé. Oui, c'est très stylisé, mais ça fonctionne très très bien. Et il y a tout un traitement de l'addiction et de qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire d'être un héros, est-ce que vraiment on agit vraiment pour le bien au final, etc. Enfin voilà, c'est vraiment un récit sur la santé mentale, les addictions dans l'univers Marvel et qui en plus est très bien ficelé en termes de côté méta. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller. Si vous avez aimé le film Thunderbolts, le personnage n'est pas tout à fait le même, mais on est sur une volonté aussi de traiter la santé mentale et dans les deux cas c'était bien fait. Donc voilà, là aussi pas forcément un must-have, un petit peu comme dans le sens du récit X-Men, dans le sens où c'est pas le premier récit à prendre parce qu'il faut avoir un certain bagage de lecteur de comics, mais ça reste quand même très 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 bien. Donc voilà, un must-have pour moi quand même.
Euh, Va falloir qu'on accélère un chouïa, hein, mine de rien. c'est ouais, je me dis ça tout à Vas-y, l'heure. Martin. On continue sur du Superman pour ma part parce que je vous ai dit j'aime bien Superman. Vache, il y a eu 3 titres Superman en plus. Allez. Voilà. Euh, Putain. je vais commencer par, je vais commencer par les origines secrètes parce que ça ira. Là, je sais comment articuler tout ça. Qui est pour le coup ce qu'avaient fait Mark Waid et Lenny Francis Yu début des années 2000. Geoff Jones l'a refait à peu près une dizaine d'années après, où voilà, il réinvente les origines de Superman. Peut-être un petit peu plus classique que ce qu'avait fait Mark Waid en termes de récit. Il n'y a pas tout le côté Globetrotter de Clark, etc. Mais Matt, c'est. c'est la magie du film, hein. Il dit il Oui, y a beaucoup de Superman. Bah oui. voilà, c'est vrai. Mais il y a Gary Frank au dessin. Bon, parenthèse, Gary Frank ne sait pas dessiner des enfants. Voilà. La tête, les visages qu'il donne aux enfants, ce ne sont pas des enfants, ce sont des adultes avec des corps d'enfants. C'est très perturbant, mais si on enlève ça, C'est- allez voir des pages, vous verrez que j'ai raison. Mais en dehors de ça, c'est Gary Frank, donc c'est magnifique. Un des meilleurs artistes contemporains de comics, tout court. C'est magnifique, et l'histoire en elle-même fait très très bien le café. C'est pas excellent ou quoi que ce soit, mais c'est quand même de très très bonne facture, plus les dessins de Gary Frank. Voilà. À mon goût, un petit peu trop ancré dans l'aspect visuel des films de Richard Donner, mais c'est qu'un détail. Franchement, c'est vraiment cool, ça se lit très C'est très vrai que bien. rien que le Superman en lui-même, Oui, il est très Christopher Reeve. C'est Marlon Brando, la forteresse de solitude. Enfin, voilà, Lois Lane, c'est Margot ce Kidder. n'est pas forcément un défaut en soi, hein, mais C'est je pense que l'observation est valable, c'est effectivement. pas un défaut. Moi, j'ai un peu du mal parce que j'aime bien que les comics aient leur propre, voilà. Mais je peux comprendre le trip un peu nostalgique de Gary Frank en mode, voilà. Je l'avais écrit dans un dossier à l'époque sur MDCU. Moi, je dessine Superman comme j'ai envie que moi qu'il ressemble. Voilà. C'est ça le truc. Voilà. Je me souviens de Superman comme ça, donc je le dessine comme ça. Je peux pas le blâmer. Moi, c'est pas mon Superman d'enfance, donc voilà. Mais c'est magnifique. Enfin, les dessins de Gary Frank, Gary Frank et Jason Fabok, voilà quoi. Euh, un titre que j'aime, je pourrais plus facilement conseiller, selon moi, car il permet de tout englober du personnage, pas juste son introduction, pas juste sa conclusion. C'est Superman for All Seasons de Jeff Loeb et Tim Sale. Alors, c'est dessiné par Tim Sale, donc je peux comprendre qu'on ne puisse pas aimer. Il a, C'est not- chaud, hein, il a- franchement. il a notamment dessiné Un long Halloween et Amère Victoire pour Batman. Mais j'avais un peu de mal moi avec Tim Sale au début et aujourd'hui j'adore. Et je trouve que la manière dont il dépeint Smallville est l'une des plus belles que j'ai jamais vues. Les couleurs sont magnifiques, les compositions sont magnifiques, tout est très très beau. J'aime bien que Superman ressemble à un gros pouce. Voilà, il est pas méga musclé, il est juste, voilà, on dirait un gros fermier quoi. Enfin, ça marche bien avec l'ambiance du titre. Et on suit, voilà, Superman et Clark à travers 4 saisons, à la fois quand il est adolescent et quand il est adulte. Voilà, on voit l'automne, on voit l'hiver, on voit le printemps, on voit l'été, et toutes les saisons sont magnifiques. Et on a plusieurs petites histoires qui permettent tellement bien synthétiser ce qu'est Superman au plus profond de l'essence du personnage que voilà, je le recommande à tout le monde. Même si voilà, il faut passer au-delà de Team Sale, mais ça peut se faire. Je l'ai fait, ça peut se faire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, quoi. Enfin, vous m'avez sorti, ouais, Franck Quickly, c'est un peu compliqué quand même. Et 5 minutes après, vous me balancez Team Cell, les gars. C'est encore moins accessible, hein. C'est bon pour moi, j'ai fini mes recos. Du coup, à la limite, tu fais Kingdom Come et comme ça on fait Ouais, 50-50. bon, Superman Kingdom Come, franchement, je reviens pas dessus. On en a déjà parlé plusieurs fois. J'en ai parlé la semaine dernière. C'est beau. Donc, immense titre, incontournable. On vous le conseille 1000 fois. Bon, je reviens pas dessus, par En grand contre, format. En grand format. en grand format. Concernant Batman No Man's Land, par contre, peut-être un peu plus intéressant parce que c'est vrai que c'est un titre. Alors, il s'agit d'une réédition, mais techniquement, ce n'est que la première réédition. Parce qu'avant ça, c'est un titre qu'on avait attendu quand même très très longtemps en France. Parce que c'est un titre qui date des années 90, hein, et qui aura mis un temps fou vraiment à débarquer chez nous. Donc voilà, finalement, il a débarqué, je crois, il y a une petite dizaine d'années, je dirais, quelque chose comme ça, dans vraiment les gros pavés. Euh, L'histoire, elle est quand même assez connue. Il s'agit d'un tremblement de terre qui a ravagé
la ville de Gotham City, qui est dès lors présentée comme étant un no man's land, autrement dit un endroit qu'il faut abandonner, hein, qu'il faut clairement quitter, où il n'y a plus de raison d'être, qui n'est plus non plus encadré, on va dire, par la société, par le gouvernement. Sauf que même si on le présente tel quel, eh ben, il y a des gens qui restent dedans. Il y a déjà un bon nombre d'habitants de Gotham, parce que c'est leur ville, et il y a bah, tout simplement les super vilains, puisque là, c'est le moment peut-être enfin de récupérer la ville de Gotham. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que non seulement le séisme a ravagé la ville, mais a aussi frictionné la ville, ils en ont fait un petit côté puzzle. Et du coup, les super vilains se sont appropriés ces différentes pièces de puzzle, les différents quartiers de Gotham. Et dans ce numéro, du coup, tu vois la guerre un peu entre les différents super vilains qui essaient de récupérer les quartiers des uns des autres et bah, Batman qui commence à s'en mêler, qui veut essayer également de récupérer les quartiers, tout comme le commissaire Gordon et la police de Gotham City. Donc, il y a un côté assez anarchique au récit, mais aussi un petit côté risque, jeu de stratégie, disons, où tu peux pas te déplacer comme tu veux. Il faut faire attention dans quel ordre tu veux essayer de récupérer les différents territoires. C'est quand même assez unique, c'est assez intéressant. Et donc voilà, c'est enfin réédité dans le nouveau format d'Urban Comics, donc avec les covers souples. C'est pas dans le top 10 de Batman, mais c'est clairement c'est une lecture divertissante, ça reste une bonne lecture. Par contre, je suis totalement d'accord avec Matt, et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs dans la review de MDCU, c'est vraiment con de ne pas avoir réédité Cataclysme, quoi. C'est pas indispensable à la compréhension de No Man's Land. Donc Cataclysme, c'est vraiment, on va dire, le séisme en lui-même. Tandis que là, le séisme c'est déjà passé, et là, tu vois ce qui se passe après le séisme. Donc, ça se suit d'un point de vue chronologique, mais tu n'as pas besoin de voir le séisme pour voir les conséquences du séisme, disons. Mais le truc, c'est que Cataclysme est super bon. C'est surtout ça. C'est une incroyable lecture. Donc, rééditer No Man's Land et ne pas foutre Cataclysme, mais c'est un crève-cœur. C'est vraiment dommage, quoi. Est-ce que tu veux commencer pour celui-là? Ouais, on va peut-être faire moite-moite, parce que c'est vrai que j'en ai quatre. Immense sortie quand même, Rook Exodus. Euh, beaucoup de monde en a parlé. J'ai l'impression que c'est un comics quand même Mhm. qui a secoué un peu la planète lecture, qui a un peu repoussé la barrière du comics. C'est quand même suffisamment rare pour le souligner. Donc c'est vrai qu'il y a tout simplement des gens qui lisent des BD au sens large et qui ne sont pas forcément pro-comics, qui ont parfois eu un petit coup de cœur pour Rock Exodus. Donc encore une fois, c'est quand même suffisamment rare pour le souligner. En même temps, est-ce que vous avez vu l'équipe créative au scénario de Geoff Jones? J'adore. Pas forcément ce qu'il a fait dans les films, très loin de là, mais en Ouais. termes de bande dessinée, par contre, j'adhère totalement. Et Jason Fabok au dessin. Et non seulement Jason Fabok fait du très bon taf, mais en plus, il s'est vraiment surpassé pour Rook Exodus. Au niveau du scénario, alors, ça fait un moment que je l'ai lu maintenant, mais si je me souviens bien, il faut partir du principe que la planète est quand même abandonnée. Euh, et il y a des gens qui portent un masque d'animaux, qui portent des masques d'animaux, oui, et qui peuvent communiquer avec les différents animaux grâce auxquels ils ont le masque. La vache, cette phrase ne veut rien dire, mais en même temps, qu'est-ce que c'est chaud à expliquer. Disons plus simplement que si tu as le masque d'un caribou, tu peux parler avec tous les caribous. Voilà, là c'est clair. C'est un peu le même principe là, donc vous suivez un personnage qui porte du coup euh, un masque c'est quoi cet oiseau? Mais putain, mais j'arrive même pas à trouver mes mots, mais c'est horrible ce Un soir. faucon? Non, je suis même pas sûr que ce soit un Un faucon. Oh, le hibou? caribou, ça vendait du rêve. Ouais, sans doute un corbeau, ça a l'air de ressembler.
Bah, en tout cas, sur la cover, on dirait un Et corbeau, quoi. enfin bref, disons que ce sont des hommes livrés à eux-mêmes sur une planète où les conditions de vie sont extrêmement difficiles, la nourriture est très 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 rare, et ils vont plus ou moins, c'est pas normalement ce qui était prévu, mais ils vont essayer plus ou moins de se battre pour survivre avec les capacités que leur donne le masque. C'est un peu comme ça que c'est présenté, c'est un peu comme ça que la vie est présentée sur cette planète vraiment à l'agonie, quoi. Euh, et bah, en même temps, c'est un signe si j'ai un peu de mal à résumer parce que c'est un titre assez difficilement résumable en fait. Parce que même si là, je pense que finalement, j'ai réussi à peu près à vous expliquer à quoi ça correspondait, ça reste plus complexe que ça. C'est vraiment une excellente surprise, un très bon titre. Allez, j'enchaîne avec la deuxième et je te laisse la main. Robin de Boy Wonder, je ne connaissais pas du tout. Par contre, j'ai vu que beaucoup de monde l'attendait, que clairement il avait sa petite réputation lorsqu'il était sorti aux États-Unis. Et effectivement, c'était une excellente lecture. Moi, je l'ai pris par curiosité, hein, parce que comme je l'ai dit, je le connaissais pas du tout. D'autant plus que la partie graphique est assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et, c'est génial. Ce titre, c'est vraiment une lettre d'amour envers le personnage de Robin. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et les dessins qui, au tout début, te laissent un peu perplexe, et ben finalement, tu trouves qu'ils collent vachement bien à ce que le scénariste et scène nous racontait. Donc franchement, une excellente surprise. Je l'ai acheté par curiosité et je l'ai très vite mis ensuite dans ma bibliothèque en mode où toi tu restes là, je te relirai sans doute très bientôt. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, moi, en titre principal, j'ai remis du Marvel, hein, vous voyez, je ne suis pas de mauvaise foi, hein, j'en ai mis quand même. Avec, à Tu sais nouveau, comme ils sont foutus de moi, les enfoirés. les... Ouais, c'est pas faux. Ah, c'est pas faux. Il y a toujours des vieux avec des corbeaux dans tes histoires. Alors, Ah ouais, non, mais en même temps, c'est vrai que je l'ai massacré. Non, mais le plus important, c'est les valeurs. euh, les 4 fantastiques, l'histoire d'une vie, voilà, j'ai remis l'histoire d'une vie. Qui a un petit peu le même principe, hein, voilà, il se passe pas mal de temps entre chaque numéro. Mais là, ce qui est cool, c'est qu'en fait, ben, on sait que Galactus arrive dans le récit, et en fait, on explore, voilà, qu'est-ce qui se passe quand pendant des années, on entend Galactus, et il devient une sorte de menace cosmique un petit peu Lovecraftienne. On sait pas ce que c'est, à quoi il ressemble, les machins, mais on sait juste que c'est la merde, et c'est un petit peu comment évoluent les 4 fantastiques dans cet état-là, en fait. Comment tu deviens pas fou, enfin voilà, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour enfin un peu sauver ta planète, etc. Donc c'est un récit qui va pas juste chercher un mode il faut taper un méchant. C'est qu'est-ce qui comment on fait quand le méchant arrive, on sait qu'il arrive, on sait qu'il va potentiellement nous péter la gueule, et en fait comment tu fais pour vivre avec ça en fait. Donc c'est plus ben, comment vivre avec l'adversité, etc. Donc j'ai moins aimé que l'histoire d'une vie de Spider-Man parce que je trouve qu'il est moins bien maîtrisé dans son exécution, mais en termes de pitch, en termes de formule, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on voit pas souvent dans le genre super-héroïque où on a tendance plus à voir l'affrontement et voir les gens vaincre la menace. Là, c'est pas vraiment l'intérêt du titre. Donc voilà, un titre qui offre une autre vision de ce que ça peut être d'être un super-héros. Donc voilà, une lecture intéressante et une bonne lecture, c'est sympa quand même. Et puis voilà, moite-moite, divisé entre nous deux, voilà, nous sommes sur Radio Coast City, euh, Renaissance par Geoff Jones, Ethan Van Sciver, on ne te salue pas bien sûr. Euh, On salue tes dessins, par contre. oui, tout à fait, très très beau dessin, ça y a aucun problème. Et puis voilà, Geoff Jones qui un petit peu bah, se fait les dents hein, sur Al Jordan qui revient d'entre les morts après tout le schmilblick, on va appeler ça le schmilblick avec Parallax. On fait revivre le corps, on relance les choses, mine de rien ça va mener un petit peu bah, à la meilleure période de Green Lantern, hein, en tout cas moderne, avec la guerre du corps de Sinestro, Blackest Night, etc. Et c'est vraiment que là tout a commencé, hein, voilà, c'est le relaunch d'Al Jordan dans l'époque moderne de chez DC. Ça faisait quoi? Ça fait une bonne dizaine d'années qu'il était mort, ou en tout cas devenu méchant. Et c'est un excellent reboot, enfin reboot, c'est pas vraiment un reboot, mais si vous c'est l'un des meilleurs points d'entrée pour commencer Green Lantern, si ce n'est le meilleur. En tout cas pour nous, je pense que c'est le meilleur, mais voilà, en tout cas c'est un essentiel Green Lantern, clairement.
Ouais, donc là, juste pour mini parenthèse, parce que bon, on est en train de parler de cadence pour regarder Camelot. Quand t'es entouré de trois gosses très jeunes, c'est quand même un peu compliqué avec les insultes et tout. Compliqué, ouais. Parce que là, par exemple, le dernier que j'ai vu, c'est mais vous croyez quand même pas que je marche au sifflet? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de vos horaires? Tu vois, Oui. qu'est-ce que j'en ai à foutre, etc., etc. Et beaucoup d'insultes comme ça, c'est un peu compliqué. Ouais. Le dernier titre que moi j'avais mis, c'était The Final Night. Ah merde. C'était le dernier titre, on va dire, dans la vie de Hal Jordan qui n'avait pas encore été édité en France. Donc pareil, on l'attendait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, donc ça y est, Urban Comics l'a enfin proposé. Donc nous l'avons. Et au niveau du scénario, donc dans la vie de Hal Jordan, c'est quand même assez connu. C'est pas forcément le titre de DC Comics le plus connu, mais si tu aimes bien les Green Lantern et que tu connais la vie de Hal Jordan, tu sais que c'est un récit important, puisqu'en fait, ça va être le titre de la rédemption. C'est avec ce titre-là qu'il va se sacrifier pour essayer de ranimer le soleil qui est en train de mourir, d'où The Final Night. La nuit C'est finale. un titre vraiment très 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 beau. Moi j'aime beaucoup et je vous le conseille. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il faut quand même apprécier le personnage de Hal Jordan, sinon il y a pas tout qui fonctionne, disons. Il n'y a pas tout qui est. C'est un titre qui touche pas mal à la corde sensible, on va dire. Donc Oui. si tu n'en as rien à faire d'Al Jordan, tu peux passer à côté de l'essence du titre, on va dire. Attention, avertissement, nous sommes dans la période à peu près Grant Morrison de la Justice League, donc oui, Superman a un mulet. Voilà. Mais tout à fait. Apparemment, je limite bien, alors j'en remets une fière. C'était une bonne imitation. Alors, pour de vrai, cette fois-ci, pas de Superman ce mois-ci. Cette fois-ci, j'ai donc choisi Star Wars et DC. Et je vais commencer par le Seigneur Noir des Sith, Dark Vador, avec le run de Charles Soule, le Seigneur Noir des Sith, qui est un petit peu la référence des comics modernes pour Dark Vador. Voilà, le run de Charles Soule, il y a plein de moments mémorables, badass, tout ce que tu veux. C'est pas c'est pas la run la plus récente du personnage, mais c'est selon moi celle qui vraiment a marqué un petit peu les gens sur le long terme. Et en plus, pour marquer les gens avec des comics Star Wars qui passent, qui sont sans cesse en train d'être relaunch au numéro 1 et on fait des Star Wars en 2015 et en 2018 et des machins, là c'est vraiment une des runs qui a vraiment bien marqué les gens à juste titre. Parce que c'est vraiment travailler le personnage sur des époques qu'on n'avait pas forcément vues, en tout cas pas avec les yeux de Vador. Voilà, il y a des moments épiques et des moments pathétiques, enfin pathétiques dans le bon sens, hein, où vraiment le personnage est pathétique. Il y a des moments tristes. Enfin voilà, c'est vraiment un excellent regard sur le personnage qui permet de voir vraiment à quel point il a chuté et à quel point ouais, c'est un triste personnage. Voilà, c'est un très bon récit. Voilà, si vous voulez un bon récit Dark Vador. Niveau moderne, vous pouvez aller sur celui-là avec les yeux fermés. Côté d'ici, j'ai mis Et genre, Deceased. t'as hésité avec Deceased, quoi. J'ai vraiment pas aimé, moi. Ah bah moi j'ai beaucoup aimé Deceased. Ah ouais, Tom Ouais, Taylor, t'as. ouais, Ok. ouais, j'ai bien aimé. Je pense que mon préféré c'était Unkillables, qui était avec Red Hood, Artemis, non pas Artemis, Ah oui, c'est Ravager. le seul que j'ai aimé, parce que j'en ai lu quand même, je crois, 4. Celui-là, j'ai beaucoup aimé, mais c'est le seul. Sinon, j'ai eu du mal. Ouais, moi j'avoue j'ai plutôt bien aimé. Le concept est quand même voilà, bah, c'est des zombies hein, globalement. C'est pas tout à fait des zombies, mais voilà. Euh, Il y a des moments que j'aime beaucoup. Moi ce que j'aime bien dans ce genre de récit, c'est que ça bouscule un petit peu les rapports moraux et juste méchant gentil. Ne serait-ce que voilà, les scènes d'action sont cool, il y a des scènes stylées, enfin il y a plein de gens qui meurent, etc. Enfin, c'est un truc de zombie, hein, donc moi j'ai préféré ça à Marvel Zombie par exemple, mais ça c'est purement personnel. Euh, Peut-être parce que c'était traité de manière un petit peu plus sérieuse, terre à terre, enfin moins second degré, parce que Marvel Zombie il y a quand même des touches d'humour assez prononcées quand même. C'est Robert Kirkman après tout. Là pour le coup, dans Deceased, je vais juste illustrer ce que j'aime bien dans ce bouquin avec une seule scène. Metropolis est éclataxe. Et genre, c'est la merde partout à Metropolis. Et Superman est en train d'organiser un petit peu l'évacuation et tout ça. Et Lex Luthor arrive.
Et genre Superman, il est en mode oh putain, qu'est-ce que tu veux, je vais te péter la gueule. Et Lex Luthor, il a dit genre non, je veux pas me battre. Regarde ce qu'il est arrivé à notre ville. Et il est à genoux, en train de pleurer. Et je trouve que c'est vraiment ce genre de scène, ouais, moi c'est l'occasion un petit peu de voir les héros et les méchants interagir de manière différente et avoir ouais, des paramètres différents dans tout l'univers. Les personnages n'agissent pas de la même manière, ils font des alliances avec des gens avec qui ils en font pas habituellement. Voilà, donc c'est pour un récit de zombies, je trouve que c'est très divertissant, c'est très sympathique. Et je vous conseille les autres, surtout Unkillables qui est pas mal, mais Dead Planet est cool aussi. Voilà. Ouais, d'un côté, de choper Cable, c'est con, Oui, même si c'est le meilleur. voilà, tout à fait. Mais voilà, en tout cas, il me semble que dans celui-là, il y a Deceased et A Good Way to Die. Enfin, il y a un autre, je crois qu'il y a quelques backups ou je sais pas quoi. Donc voilà, vous en avez pour votre argent, c'est un format de poche, donc voilà, c'est pas cher. Je, je rebondis sur ce qu'a dit, je crois que c'est Dr Bishop, parce que je me l'étais, lorsque j'avais regardé les différents titres, je m'étais dit qu'il fallait absolument que je le dise et j'ai oublié, et ben là il vient de me le rappeler. Effectivement, je pense que pour cette année 2025, je pense que c'était le mois de juillet qui était le plus costaud. Il y avait quand même de sacrés titres qui sont sortis ce mois-là. Là, c'était déjà difficile de faire le tri, mais même en termes d'achat, c'était un mois compliqué, hein. Franchement, de très 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 bonnes choses. Pour le mois d'août, non, je reviens pas sur Punisher de Garth Ennis et sur Daredevil de Frank Miller. On en a d'ores et déjà parlé. Ce sont deux gros bangers, je vous les conseille 1000 fois. Et bien mine de rien, nous arrivons sur des choses qui commencent à être assez récentes hein, en termes de publication, puisque pour ma part, je suis encore en train alors, techniquement, relire New Gods, parce que j'avais déjà pris pas mal d'avance en VO. Mais là, je suis en train de me refaire la hardcover d'Urban parce que je voulais vraiment lire ce titre-là papier, quoi, avec un bon format et bien cosy parce que visuellement, ça claque sa mère. C'est magnifique. C'est par Ramvi et au dessin, c'est principalement Evan Kegel. Kegel, Kagel, pardon. Euh, Oh, gueule toi-même. Euh, Même si de temps en temps il y a des d'autres artistes qui font des parties complémentaires de numéros, voilà, qui sont en généralement raccords, enfin pertinents, voilà, c'est un flashback ou machin. Mais c'est vraiment, je trouve, une des meilleures tentatives de vraiment capturer l'esprit Kirby depuis un sacré bout de temps, oui. Et ouais, et c'est vraiment très très beau. C'est une sacrée lecture hein, parce que c'est très, bah, vu que c'est très Kirby, ça invoque des dieux et des machins et un lore qu'on connaît pas, hein, mais qui fait, en fait, le récit fait genre qu'on connaît vraiment plus l'univers qu'on ne le connaît réellement, mais c'est volontaire, c'est fait comme ça. On a vraiment l'impression de prendre le truc en cours de route, mais c'est vraiment une volonté du truc où voilà, on invente des dieux et des machins et des histoires. Mais je me suis laissé porter par le trip, pas psychédélique, mais il y a un côté très, ouais, très surréaliste. Et je trouve que ouais, voilà, et on va dire que faire une bonne tentative pour imiter Kirby, c'est un très beau compliment, hein, voilà, le monsieur était tellement bon et novateur dans ce qu'il a fait que s'approcher de son travail, c'est déjà un très bel effort et je trouve que ouais, ça plus le côté graphique, c'est un bon titre bizarre. Voilà. C'est un très très bon titre bizarre. Saga, je reviens pas dessus, c'est la vie. Voilà. Passons à De Crow. Édition définitive qui est la réédition de l'édition définitive passée. En fait, il n'y a pas grand-chose qui change. Euh, Titre exceptionnel, comme je l'avais dit il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être le titre indépendant le plus connu, ou en tout cas celui qui a secoué un des titres indépendants qui a le plus secoué quand même la planète comics. C'est c'est génial. En fait, c'est vraiment génial. James O'Barr, ici, il utilise la BD vraiment en tant qu'exutoire, histoire de, de sortir de ses tripes toutes ses pensées négatives, toute sa colère. Pour ça, il y en a qui vont taper dans des murs, ou bah, lui, il va écrire une BD qui, du coup, est assez
assez brute et en même temps extrêmement poétique. Alors, de la poésie noire, hein, bien sûr, mais c'est génial. Franchement, c'est sublime. Après, je le dis assez souvent, je pense que, ce titre ne dégage pas toute sa force si tu ne connais pas l'envers du décor. Tu dois connaître l'histoire de l'auteur pour apprécier à sa juste valeur ce titre, je pense. Ce qui ne veut pas dire que le titre ne se repose que sur ça. Attention, je dis juste que pour l'apprécier véritablement à 100, il faut connaître l'envers du décor. Excellente lecture. Sa place est dans un musée! C'est ça? Indiana Jones. Yes. Ah, t'avais le cul entre deux chaises, c'est ça? Tu voulais mettre Green Lantern, Guerre de Sinestro et en même temps, Je voulais un peu c'est ça? m'accaparer le truc, quoi. J'ai longtemps hésité, mais je me suis dit je vais quand même le mettre parce que je veux quand même montrer que j'aime beaucoup ce titre. Mais je me suis dit je vais quand même principalement mettre Hélène de Windhorn parce que c'est de l'indé et j'ai vraiment beaucoup kiffé. Déjà les dessins sont par Blackwist et Evely. Voilà, déjà rien que ça devrait vous convaincre de l'acheter en fait, tout simplement. Et les dessins par Mateus Lopez, donc c'est le même duo côté graphique que sur Supergirl Woman of Tomorrow. Donc voilà, c'est si vous avez vu des planches de Supergirl Woman of Tomorrow, ben là c'est pareil. Voilà, les 12 numéros, ils sont aussi sublimes que ça. Et pour le coup, alors au scénario c'est Tom King, voilà, de temps en temps on le renomme, euh, qui pour le coup, il a toujours ces mêmes trucs il y a un petit peu de flashbacks, etc. Mais c'est pas aussi présent que d'habitude. On est sur un récit qui est un petit peu plus linéaire. C'est quand même un petit peu, il y a des trucs de monde parallèle, etc. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une lettre d'amour à Conan et à tout son univers, où voilà, où Hélène est la petite fille du créateur non, est la fille du créateur de l'équivalent de Conan dans leur chronologie à eux. Donc voilà, il y a toute une imagerie, voilà, de guerriers surpuissants, de monde imaginaire, et c'est très bien, on va dire, vendu par le scénario en mode ah putain, c'est des mondes magiques complètement inconnus et des trucs comme ça. Et en fait, on le voit en fait visualisé, alors que ce soit dans l'esprit des personnages ou même quand c'est des trucs un petit peu plus réels, on sait pas peut-être. Euh, mais vu que c'est Evely et Lopez au dessin, mais en fait ça tue quoi. L'aspect graphique de l'univers imaginé est magnifique en fait. Et même les scènes qui se passent dans le vrai monde sont magnifiques. C'est vraiment voilà. Le scénario est plutôt cool. Ça, voilà, c'est un petit peu renouer avec sa famille. Voilà, c'est la relation entre la petite fille et son grand-père. La découverte de ce monde, voilà, un petit peu alternatif qui fait très Conan dans l'esprit. Donc l'histoire est cool et sympa, mais franchement, visuellement, en fait, c'est que Supergirl Woman of Tomorrow, pour moi, en termes de scénario, tenait plus la route, enfin, m'a plus accroché que Hélène de Windhorn, peut-être parce que je l'ai lu peut-être de manière trop fragmentée, que c'est un peu plus long, du coup j'ai moins tenu la distance, je sais pas trop. Mais dans les deux bouquins, rien que l'aspect graphique, ça sublime le tout quoi. Donc c'est vraiment aller voir des images sur le net et si ça vous plaît, foncez quoi, tout simplement. Et puis en mention honorable, Daredevil jaune, Jeff Lobb, Team Sale. Là aussi, comme pour Superman for All Season, c'est genre distiller l'essence du personnage en un seul récit. Il faut passer au-delà du Team Sale, mais si vous y arrivez, vous allez découvrir un monde magnifique. Magnifique, tout simplement, De toute beauté. de toute beauté. Green Lantern, la guerre de Sinestro. On en a déjà parlé aussi quand même pas mal de fois, hein. C'est le titre, moi, qui m'a mis dans les comics, hein. C'est vraiment avec ça que je suis tombé dedans. Titre exceptionnel de Geoff Jones, qui est pas loin après chronologiquement parlant, après le Green Lantern Rebirth, dont on a parlé tout à l'heure, qui avait donc pour but de remettre en avant
Hal Jordan, de le remettre sur le devant de la scène. Ici, la guerre de Sinestro, non seulement l'arc en lui-même est vraiment très 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 bon, il est vraiment dingue, mais en plus, on va commencer tout doucement à te dessiner l'univers Green Lantern tel qu'il est actuellement, tel qu'on l'apprécie vraiment en 2025. Donc, c'est-à-dire avec les jeux des couleurs, les 7 couleurs, les différents corps, tandis qu'avant ça, tu avais un Green Lantern Corp et des méchants, et basta, quoi. Non, je lisais pas de comics avant ça, Matt. J'ai commencé pile à l'époque du Sinistre Corp. J'avais toujours voulu m'y mettre, bah, notamment grâce à Batman de 92, les adaptations, en fait, comme beaucoup de monde, hein, les adaptations m'avaient toujours poussé à m'y mettre, mais j'avais jamais passé le cap. Et finalement, c'est Julien qui avait commencé à en acheter quelques-uns. Et parmi ces achats, il y a assez vite les kiosques Panini Comics à l'époque, autant dire ça remonte quand même, hein, mine de rien, où il y avait donc du coup cet arc Guerre de Sinestro qui était fou, quoi. Oui, il me semble que c'était encore Panini Comics à l'époque, si je ne me trompe pas. Et concernant l'autre titre, je vais que en parler 2 secondes, tout simplement parce que c'est un titre du mois d'octobre. Au mois d'octobre, il y a eu pas mal de titres édités par Urban Comics de l'auteur Brian K. Vaughan. Et je les ai tous chopés en fait, je les ai tous lus. Donc entre tous ceux qui sont sortis et ceux que j'avais avant, je pense que ça peut être pas mal d'en faire un sujet à part entière en fait. Donc là, je vais vous en parler vraiment en 2 secondes parce que très 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 prochainement, il y aura tout simplement un sujet, les comics de Brian K. Vaughan, et j'en reparlerai donc à ce moment-là. Mais donc très rapidement, il s'agit de Private Eye, où le principe est assez simple. Faut partir du principe que le cloud a explosé et que tous les petits secrets de tout le monde, tous les historiques, enfin tout ce que vous voulez en fait, bah, n'existe plus en fait. Tous les secrets ont été dévoilés. Donc là, je sais exactement ce qu'a cherché mon voisin sur Internet, ce qu'il a fait, ce que ma voisine a fait, etc. Tout le monde sait tout sur tout le monde. Étant donné que les pseudos n'ont plus lieu d'être sur Internet, les habitants de ce monde ont fait le choix inverse, c'est-à-dire que pour se protéger, avoir une vie privée, et ben c'est dans la vie de tous les jours qu'ils se sont mis à porter des masques, des costumes, des déguisements et à avoir un pseudonyme. C'est sur ce principe-là, en fait, que l'on va suivre Private Eye, qui est une sorte de détective privé, et il va y avoir une enquête policière dans cet univers à part entière. C'est un univers assez haut en couleur, le titre est quand même assez intéressant avec des rebondissements propres à cet univers que tu peux pas forcément imaginer là juste avec ce que je viens de te dire, mais qui reste parfaitement logique. C'était pour moi quand même une très très bonne surprise et j'ai hâte de vous en parler du coup un peu plus en profondeur prochainement. Euh, Bah, moi, je pense que je vais faire assez vite, puisque Superman paix sur Terre, j'en ai parlé il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines. C'est par Paul Dini au scénario, Alex Ross au dessin, donc Alex Ross au dessin comme Kingdom Come, donc rien que ça, c'est ok, même plus qu'ok. Et c'est voilà Superman qui essaie un petit peu de instaurer la paix sur Terre et il se rend compte à quel point c'est compliqué. Euh, et c'est un titre que j'aime beaucoup parce que un titre extrêmement visuel dans sa narration. On peut comprendre énormément de choses et je pense, selon moi, les choses essentielles peuvent être intégralement comprises uniquement avec les dessins, sans le texte ou quoi que ce soit. Donc voilà, je trouve que c'est un très bel exercice et c'est ouais, c'est genre je sais plus combien de pages avec des dessins d'Alex Ross à l'intérieur. Pour moi, c'est banco, banco. Et puis Absolute Martian Manhunter, voilà, on a fait une vidéo en live, on l'a mis sur la chaîne. C'est, je pense, mon titre préféré absolute parce qu'il est tellement, il tente tellement de choses visuellement et je trouve ouais, visuellement en termes d'inventivité et de qualité graphique. Comme pour Team Sale, je pense que c'est on déteste ou on adore. Moi j'ai adoré. Je trouve que c'est vraiment l'utilisation des couleurs, des formes,
de la transparence des pages, de la lumière et tout. Enfin, c'est un, un titre tellement bizarre, mais qui sur moi a tellement fonctionné. Je pense que c'est peut-être mon coup de cœur de l'année. Je sais pas, mais voilà, Absolute Martian Manhunter, peut-être un peu plus difficile d'accès que les autres titres absolutes, mais ah là là, qu'est-ce que c'est bien. Alors, je branche juste mon téléphone dont la batterie est de nouveau en train Ah ouais, mais voilà. de tomber à plat et je suis à vous. Hop. Enfin, on aurait dû Voilà, même c'est bon. faire que deux Alors, sujets quoi ce soir. de mon côté, donc pour moi, c'était plutôt Batman Dark Age qui sortait du lot. Donc, mon collègue vous a parlé de Superman, l'équivalent du côté de Superman tout à l'heure. Ici, c'est avec le même scénariste, donc Batman Dark Age. C'est de nouveau une origin story, mais clairement différente, et qui nous propose en fait de découvrir, disons, un Bruce Wayne un peu en mode petit con. Il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Il est vraiment du genre incontrôlable, assez détestable. Et toutes ces choses vont faire que bah, on va avoir une approche différente du coup de l'univers de Batman. Donc, par exemple, Alfred, il est toujours aussi exceptionnel, mais étant donné que Bruce Wayne est un petit con, bah, c'est vrai que là, du coup, on le voit un peu plus désarmé que d'ordinaire. Il n'y a pas cette relation que les deux ont, en tout cas, pas encore. Je dirais même que Batman, enfin Bruce Wayne, il a des phrases assez violentes envers lui. Il dit un truc genre, vous savez, Alfred, vous l'ouvrez beaucoup pour un larbin. C'est jamais de la vie, on imagine Bruce Wayne dire ça dans un autre titre que celui-là, disons. Pareil pour Jim Gordon, qui est un excellent flic, qui est présenté comme étant le seul flic juste, mais peut-être un peu trop, parce qu'il manque cruellement de compassion. Euh, Pas en mode Robocop non plus, mais clairement, il manque un peu de recul, il manque un peu de cœur, on va dire. Euh, donc voilà des petits changements par-ci par-là, mais qui vont donner du coup au final bah, un titre vachement différent de ce que l'on a l'habitude de lire. Donc ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé l'approche différente, les thèmes extrêmement bien travaillés, beaucoup de rebondissements, les dialogues super intéressants. Franchement, c'était une très bonne surprise. Alors, au niveau des dessins, c'est un peu, c'est un peu délicat parce qu'il y a un style quand même vachement rétro. Alors après, c'est un parti pris. Je veux dire, c'est clairement le dessinateur qui, voilà, voulait, par exemple, donner des costumes un peu à l'ancienne, des designs un peu à l'ancienne. Donc avec des costumes qui collent pas forcément à la peau, par exemple, qui dessinent pas, qui n'accompagnent pas forcément bien les muscles, ça fait un peu bizarre. Des fois, on a l'impression de se retrouver face au Batman de 66, où des fois, les acteurs nageaient un peu dans les costumes, quoi. Là, c'est un peu le même principe, mais c'est un parti pris. Je pense que tout le monde n'aimera pas. Moi, ça n'a pas été rédhibitoire. En tout cas, ça n'a pas été un gros point noir. Donc, clairement, j'ai beaucoup aimé. Concernant les deux autres titres, le titre Panini, c'est tout simplement Marvel World, donc c'est le premier titre qui mettra en avant One World Under Doom. Euh, voilà, vous savez que moi j'ai quand même plutôt bien aimé, donc je voulais le remettre en avant un petit coup, même si pour moi il ne vaut pas non plus les autres titres que l'on vous présente pour ce mois de novembre. Et le titre Tortue Ninja Reborn, donc là on est encore sur le run de Sophie Campbell, qui divise, hein. Tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ce run. Il y en a beaucoup qui préféraient le run précédent. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et oh, cette cover est magistrale, quoi. Nous arrivons au bout, croyez-le ou non, nous arrivons au bout avec décembre. All I want for Christmas is you. Ouais, ouais. On aurait pu éviter, hein, mais Maria Carey n'échappe à personne, pas même vous. C'est un peu le Terminator mais du mois de décembre, quoi. Tu ne peux pas échapper à Marie Carey. Exactement. Euh, pour le mois de décembre, voilà, donc c'est Noël. Donc si vous avez des idées de cadeaux pour des gens que vous appréciez beaucoup, on va pas se le cacher, vous pouvez offrir les versions un petit peu prestige et premium, les Urban Limited dont on a parlé il y a quelques temps.
Euh, Ah la vache, il faut vraiment beaucoup les aimer et faire un emprunt à la banque, hein. Exactement. Vous savez, là je vais bientôt acheter une nouvelle voiture. Je suis encore réticent à l'idée d'acheter un Urban Limited. C'est pour vous dire. Euh, oui, ouais, c'est vrai que je me suis complètement trompé sur le chrono, mais c'est pas grave. C'est parce qu'on est rempli de passion et on aime parler de ce qu'on aime. Heureusement qu'on a bien un sujet. Pour- ouais. Euh, Donc, si vous voulez faire des cadeaux méga de luxe extra qui coûtent la peau des fesses, mais c'est quand même des jolies éditions, vous avez soit The New Frontier ou Kingdom Come, voilà, dans des très gros formats, enfin des gros formats, voilà, bien foutus, etc. Et dans les deux cas, vous avez des récits qui sont importants selon moi, qui sont importants pour l'histoire des comics, pas pour les mêmes raisons, mais qui ont tous les deux, voilà, leur importance. The New Frontier, c'est quand même un bon retour aux sources en mode voilà un récit de super-héros vraiment pur dans voilà au plus profond de ce que c'est. Donc voilà, ça redonne un petit peu d'espoir au genre du super-héros. C'est un style très rétro, c'est du Darwin Cook évidemment au scénario et au dessin. Euh, voilà la ligne où Batman dit au marché de Manhunter que tout ce qu'il a besoin c'est genre 30 centimes pour acheter une boîte d'allumettes pour le vaincre. Une des meilleures lignes de Batman de tous les temps. Voilà, oui, que dire de plus, c'est beau et ça fait les choses tellement simplement mais efficacement que voilà, c'est brillante simplicité. Et Kingdom Come, c'est un peu la même chose. Voilà, on vient un petit peu remettre carte sur table en mode voilà ce que devraient être les héros à la fois dans l'univers de DC mais aussi dans notre monde à nous, hein. C'est vraiment en mode les héros ne sont pas censés être des meurtriers anti-héros edgy gris à la Image Comics des années 90, mais ça doit être voilà des inspirations pour le monde réel, hein, tout simplement. Et le tout est vraiment les dessins d'Alex Ross apportent une gravité à toutes les situations et une sorte de dignité au récit qui est déjà très très bien. Le récit est très très cool et en plus les dessins d'Alex Ross, on est sur un récit d'anthologie, tout simplement. Daredevil, Daredevil en fer glacé, bon, ça vaut pas un Kingdom Come, hein, mais c'est vrai que ça restait une bonne surprise, donc voilà, je voulais quand même le mettre un petit peu en avant. Mais bon, d'un côté, c'est surtout qu'il n'y a pas non plus un million de comics qui valent Kingdom Come, faut pas déconner non plus. Donc, moi, j'ai plutôt bien aimé ce Daredevil en fer glacé. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais on en avait parlé un petit coup dans les numéros 1 de Non, la oui. VO. Le scénario n'est pas très prise de tête, mais il reste efficace. Mais surtout, il y a une ambiance quand même assez incroyable dans ce titre. Moi, c'était surtout ça qui m'avait marqué. J'avais beaucoup, beaucoup aimé l'ambiance de ce titre, notamment grâce à la mise en scène et le dessin. Ce qui était assez étonnant parce que si je me souviens bien, d'un côté, le découpage en lui-même était assez classique. Et ça, c'est assez étonnant. Dans un sens, tu as un découpage quand même vachement académique et d'un côté, tu as une mise en scène très moderne qui tente beaucoup de choses. Donc, moi, j'ai quand même vachement apprécié. Par contre, c'est vrai que par rapport au projet, par rapport à ce qu'il y a dit, à dire, trois numéros, c'est quand même vachement court. Personnellement, je pense que il aurait fallu quand même quelques planches de plus, histoire d'approfondir certains thèmes et de donner une histoire quand même complète, quoi. Parce que là, c'est vrai que on va de manière assez expéditive sur certains points, quoi. C'est un peu dommage. Mais bon, lecture qui n'est pas forcément aussi incroyable que toutes celles qu'on vous a présentées jusque-là, mais qui reste très sympathique. Bravo aux joueurs du chat d'être restés jusqu'au bout. Merci à vous. On Merci, espère merci, que, merci. on espère que vous avez eu des bons conseils de notre part pour acheter des choses cette année. Et Bah, je pense qu'ils sont en train de nous maudire à cause de nous. Ils vont se coucher à 11 h du pas soir, d'heure. ils vont claquer 300 balles de plus que ce qu'ils avaient sans doute prévu. Ouais. En plus, tout ça pour juste 3 titres Urban Limited. Ça fait cher quand même. Euh, non mais voilà, c'est vrai qu'on a pris du temps, mais c'est vrai que bon, on fait ça une fois par an, donc on fait ça, on fait les choses bien et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour C'est un peu ça. voilà, pas de Enfin, là, problème. on vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine. Ce serait bien. Oui, Mais voilà.